prend place ici depuis quelques années à Marchins. Et à l'occasion de l'inauguration du cirque, j'ai eu le plaisir d'écrire un livre qui présente un peu le cirque et le village. Et ce cirque, ce village, a déclenché aussi l'envie chez Franziska Trapp de l'Université libre de Bruxelles et chez son collègue de l'Université de Berlin d'organiser un colloque en novembre prochain, le 7, 8, 9 novembre 2024, ici à Marchins, un colloque international autour de cette question. Nouveau cirque, nouvelles architectures, un colloque en anglais qui rassemblera plusieurs dizaines d'intervenants qui viennent de 4 coins du monde, de Buenos Aires, de Riga, de Nouvelle-Zélande, d'Australie et bien sûr aussi de Belgique. Et ça clôturera un petit peu cette saison de Nouveau cirque, nouvelles architectures. Il y a eu 3 rendez-vous déjà. Un premier rendez-vous le 6 octobre dernier où on a présenté le cirque de Marchins, mais aussi le nouveau cirque en bois de Riga, un cirque historique qui a été restauré avec la plus grande coupole en bois en Europe et peut-être même au monde. Le cirque aussi en bois construit récemment, inauguré au Mans. Et on a eu aussi la chance d'accueillir Yann Rocher qui fait une thèse de doctorat sur le chapiteau et le cirque et le théâtre sorti du bois, sur l'architecture de salles de spectacle en bois depuis ses origines. Il en a récupéré à peu près 700 dans l'histoire ancienne du théâtre, mais aussi dans l'histoire récente, puisque depuis 30 ans, il y a beaucoup de théâtre et de cirque en bois qui poussent un peu partout dans le monde. Le deuxième rendez-vous, on a accueilli Rotor, on a accueilli Circonflexe, le Théâtre National, autour de la question du réemploi des matériaux dans la scénographie, dans le spectacle. Et puis aujourd'hui, on accueille cette promenade dans les architectures saltimbanques. Voilà, cette promenade dans les architectures saltimbanques, qui a pour but, comme les autres rencontres, mais peut-être plus encore que les autres, de créer une rencontre entre des architectes, des artistes, des organisateurs. Et ben là, au cours, on a réussi notre objectif, puisque vous êtes un public bien mixte, à la fois avec beaucoup d'architectes, mais aussi des organisateurs, des artistes, des diffuseurs, des porteurs de projets. On a aussi la chance d'accueillir Mathieu Meunier, qui est l'architecte du cirque et qui est en lui-même une rencontre entre un architecte et un homme de cirque, puisqu'il a aussi fait de la jonglerie, il personnifie cette rencontre, la rencontre qu'on voulait organiser aujourd'hui. Et pour préparer cette journée dont j'avais l'intuition, je me suis associé à Pauline Delaboulé, qui est un peu une spécialiste de la question, qui a travaillé longtemps en rapport avec l'humeur en France, qui a écrit pour plusieurs revues, donc vous pouvez voir quelques-uns de ses articles et aussi de ses livres ici sur la table à l'accueil, qui est dramaturge urbaine, historienne aussi du théâtre et du cirque, et qui est curatrice indépendante, et qui aime beaucoup organiser des journées comme celle-ci, où on crée une communauté de réflexion, où on active des liens entre des secteurs et des genres, des disciplines qui ne se rencontrent pas d'habitude. Merci beaucoup à Latitude 50 et à son équipe pour la préparation de cette journée, une journée où il se passe encore plein d'autres choses dans l'école de cirque et dans le cirque. Donc l'équipe est très sollicitée. Merci à elle pour sa souplesse. Merci à la cellule architecture, au Botanique qui finance aussi, qui encore organise avec nous cette journée. Merci à tous les intervenants, intervenantes. Merci à vous. Et je donne la parole à Pauline. Merci Vincent. Alors, moi aussi, je vais commencer par dire merci. Merci Vincent pour cette invitation. Merci Olivier, merci Latitude 50. Alors, je suis très émue parce que ce terme d'architecture saltimbanque prend vie. J'ai cherché, je vais googliser, ça n'existe pas encore vraiment. On est en train d'assister à la naissance d'un terme. Et vous avez tous les témoins de la naissance des architectures saltimbanques. C'est très émouvant. C'est un terme qui est venu un peu savoureusement en discutant avec Vincent. Voilà, savoureusement parce qu'il a plein de tensions dans son titre qui nous intéressent. Voilà, je voulais dire, je vois des gens effectivement que j'apprécie énormément, qui sont des architectes, qui sont des artistes, qui sont des circassiens, des urbanistes, enfin. Et j'ai toujours rêvé que vous me rencontriez. Et aujourd'hui, c'est le cas, de pouvoir former une petite communauté de Genève. Et je pense que les intervenants, les personnes qui sont
les ateliers. Enfin, on a vraiment envie que la sauce prenne entre vous, parce que souvent je déplore le fait que les artistes et les architectes ne travaillent pas assez ensemble. Voilà, donc aujourd'hui, en ce jour qui est aussi mon anniversaire, non, mais j'ai l'impression, c'est une date qui a été posée au hasard il y a un an, mais parfois les signes sont bons parce que c'est une journée qui ressemble à des vœux que je fais en ce moment. Donc, je suis très émue d'être avec vous. Et je place cette journée sous le signe du cercle. On voulait faire un petit icebreaker, mais le temps de vous installer, ça a été un petit peu... on ne pourra pas faire cet exercice. L'idée, c'était vraiment d'insister sur le fait que cet après-midi, on est une communauté, on n'est pas... personne ne sait ce qu'est une architecture saltimbanque. Moi, j'ai essayé de savoir, je vais vous expliquer. Mais en vrai, on est tous là pour construire cette notion aujourd'hui. Donc il y avait un petit exercice que je voulais vous proposer, mais vous allez le faire, finalement, on ne va pas prendre les 20 minutes, mais vous le ferez dans l'après-midi. C'est l'exercice de l'ignorance. L'exercice de l'ignorance, c'est la magnifique façon de voir qu'on sait plein de choses quand on ne sait pas. Et donc moi, je vous invite à écrire sur les post-it qui sont sur les tables, peut-être même maintenant, avant que ça commence. Je me demande si une architecture saltimbanque est. Alors, qu'est-ce qu'elle est? Je vous laisse poser la question, touchez à votre... vous n'êtes pas obligé de réfléchir trop, vous pouvez l'écrire avec le cœur, avec les pieds aussi. Et donc, je vous invite ensuite à la fin de cette partie où il y aura 3 talks, à poser le post-it sur le miroir, qui est ce truc d'essai. Vous pouvez aussi refaire un post-it, chemin faisant, en rajoutant d'autres notions, puisqu'on va co-construire cette notion aussi. Donc j'ai fait l'exercice, je vais vous dire ce que j'ai écrit. Ça introduira bien ma présentation. Je me demande si une architecture saltimbanque peut sauver la création artistique. Peut-être une question. Je vois pas les dates. Alors, Vincent a présenté tout à l'heure les différentes journées qui ont déjà commencé dans le cadre de cette année Cirque et Architecture, et je veux juste dire que j'étais là le 6 octobre, que les présentations sur les constructions assez spectaculaires, en dur, étaient d'une qualité et d'une richesse émouvante. Il faut absolument, tout est en ligne. Je ne peux qu'inviter les enseignants d'architecture et tous les futurs passionnés d'architecture saltimbanque de regarder ce qui a été enregistré le 6 octobre. Il y avait une présentation notamment de Lias Bochet sur les théâtres, les constructions en dur. Alors, moi je m'énervais un peu sur ma chaise aussi parce que je trouvais que la présentation, si bien mon temps il ira, j'espère, montrait des architectures très proches, très cousines du théâtre. Alors qu'aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener voir une autre facette. C'est celle des architectures légères, celle du cirque comme un lieu qui s'invente à partir du vide. Ce qui n'est pas du tout pour moi, à l'origine, c'est pas tout à fait, c'est une cousinade avec le théâtre, mais c'est quand même un ADN un petit peu différent. Donc je vais vous emmener dans une promenade, mais aussi une histoire, un rapide historique, où je vais rappeler que dans cet ADN du cirque, il y a le cercle, il y a l'aspect communautaire et rituel, il y a le nomadisme, et le rapport avec les animaux et l'environnement. Le cirque a toujours questionné l'ordre établi, qu'il s'agisse des canons artistiques, des rapports sociaux ou des institutions humaines. Le cirque est sur la brèche de l'histoire et ressurgit toujours à des moments charnières de notre évolution, au moment des révolutions. Il se glisse dans les failles des soulèvements et des bouleversements historiques. Il met en tension le cercle et la scène, la présence et la représentation, les murs et la liberté, la rigueur et la légèreté, l'ordre et le chaos. Alors je prends une position avant de commencer, c'est que pour moi le cirque n'est pas tout à fait un art de la scène, vous l'avez compris. Il se rapproche de l'architecture, de la sculpture, de la performance, dans l'aspect volume et tridimensionnel, à 360 degrés.
Alors, Vincent l'a dit, de 2003 à 2016, j'ai travaillé pour une revue, Les Arts de la Piste Estrada. Vous avez quelques reliques sur cette table. Parce que pour préparer cette présentation, j'ai été plongée dans ces archives qui ont 25 ans, ça moi je ne dis pas. Et voilà. Donc je ne vais peut-être pas faire toute l'histoire, sinon on va toute l'après-midi, mais je voudrais revenir aux origines. Les origines du cirque, les racines du cirque, elles sont très profondes, elles sont proches de l'occulte. On descend quasiment dans les strates de la préhistoire quand on va chercher les origines du cirque. Le plus loin qu'on puisse chercher, le cirque c'est un enfant du jeu, un enfant du rite et un enfant de la fête. La pensée magique, les acrobaties, la musique et la danse étaient des moyens d'établir des liens avec le cosmos. Pour Apollon, les Grecs ont sculpté par exemple un premier lieu de rassemblement, comme ce sanctuaire de Delphes en connexion avec la nature. Là, ça s'appelle un branche de terre. Mais le cirque vient du mot circus qui signifie quand même cercle, qui est le symbole de l'infini et de l'union. Le temps et l'espace, ils sont symboliquement infinis. Et le cercle, c'est aussi l'architecture naturelle de l'attroupement humain. L'histoire du cirque, c'est une histoire comme sa dramaturgie, cyclique, elliptique, non linéaire. C'est une histoire de disparition et de renaissance que je n'ai pas le temps de retracer, mais en gros, vous savez peut-être que le premier lieu qui s'appelait cirque, c'était le Circus Maximus à Rome, que les jeux du cirque, eux, avaient lieu dans une arène ronde, dans laquelle se déroulaient des sortes d'héritage des rites païens, en fait, des rituels païens, que ces jeux ont complètement dégénéré, on va faire très vite, en forme de barbarie. On a mis à mort des chrétiens dans les arènes du cirque, ça n'a pas tellement plu aux chrétiens qui ont démonté donc le cirque et ont utilisé les marbres pour construire des églises. Rappelez aussi que pendant 12 siècles, à partir du 6e siècle, à partir du moment où le lieu du cirque n'existe plus, le mot cirque disparaît du vocabulaire et les acrobates, les funambules, tous ceux qui exerçaient leur art dans l'arène du cirque, errent pendant tout le Moyen-Âge sur des petites scènes, des tréteaux, donc le banc. Le banc, c'est le tréteau du saltimbanque, saltare sul banco. Donc saltimbanque, ça vient de sauter sur le banc, danser sur le banc. Et c'est un mot qui a son importance aujourd'hui. Rappelez aussi qu'au bout de ces 12 siècles d'errance, un Anglais en Angleterre au XVIIIe siècle a l'idée de... c'est un moment très important pour l'histoire occidentale. On bascule, c'est la fin de l'Ancien Régime, on bascule vers l'âge moderne. Et les aristocrates, ils sont un petit peu, surtout les écuyers, ils sont un peu désœuvrés, un peu déclassés, un peu errants, comme les saltimbanques. Et donc Lord Astley a l'idée de les réunir pour créer un spectacle d'un genre nouveau. Et il teste, par exemple, des exercices équestres de ce genre à dos de cheval, puis il mettra en place la première piste. Rappelez en fait qu'à partir du 18e jusqu'au 19e, le cirque a connu une période d'expansion incroyable, a exercé une grande fascination, notamment sur les artistes. Gustave Courbet, qui était refusé à l'exposition, la grande exposition universelle de 1855, va créer son pavillon pour créer un nouveau contrat avec le public et dire voilà, j'expose quand même en face du grand pavillon. Rappelez enfin que le Barnum, c'est un nom qui est utilisé aujourd'hui pour parler du désordre, mais aussi des structures métalliques qu'on utilise sur les marchés. Mais Barnum, c'est un Américain, c'est quelqu'un qui a donné toute sa démesure au cirque. Il a aussi bénéficié de le grand développement industriel de l'époque, l'électricité, les trains. Et c'est lui qui va amener la toile américaine en Europe avec un déferlement de cirque délirant, quoi. Voilà. Ça, c'est fin 19e, début 20e. Et puis, pour faire très vite, pardon au cirque d'aller si vite pour les circassiens, pour les historiens du cirque, je vais très vite. Mais pour ceux qui sont architectes et qui ne connaissent pas, j'ai fait un entre-deux.
En tout cas, rappeler que la guerre, les guerres et les tenants de l'ordre et du rationalisme qui ont fait les ravages du premier siècle, de la première moitié du XXe siècle, ont éloigné les campements et les chapiteaux des cœurs de ville, dont Le Corbusier, hein, il avait quand même souhaité la disparition. Voilà, donc j'aime bien cette photo qui exprime assez bien une architecture légère de survie dans un Berlin dévasté par la guerre. Des architectures autres, donc là je passe directement aux années 60 et 2000. Là on est au lendemain de la guerre, le cirque a une sorte de gueule de bois, comme je viens de le dire, comme toute l'Europe. Il montre des grands signes d'essoufflement, en tout cas dans sa forme traditionnelle. Le contexte est celui d'une grande lame de fond, la contre-culture, le postmodernisme. Donc les artistes et les intellectuels s'en prennent à la planification de la ville et de la vie. Dans tous les domaines, que ce soit la performance, donc l'avènement de l'art performance, les arts visuels, la danse contemporaine, les enragés de 68 veulent abolir les murs qui séparent l'art de la vie. Les murs des musées, les murs des théâtres, sortir dans la rue, c'était vraiment le mantra de l'époque. Une réaction légitime après tout ce qui avait été concentrationnaire après la Deuxième Guerre. C'est aussi l'époque des hétérotopies de Michel Foucault qui exprime cette quête absolue d'espace autre. Alors je montre quelques actes iconiques. Le 7 août 1974, Philippe Petit marche dans le vide entre les Twin Towers, qui représente à la fois une architecture concentrationnelle et démesurée. Philippe Petit est chez le dentiste H5 quand il voit la construction des tours et il décide que ce sera l'acte de sa vie. Qu'est-ce que peut un homme face à la démesure? Alors une autre image, une autre icône que connaissent... j'ai pris des icônes dans chaque secteur, les architectes connaissent, ou des choses en anglais. Gordon Matta Clark proclame, lui, une architecture en excavant le réel. Donc ça, c'est une performance où il perce devant le chantier du Centre Pompidou une vision conique par rapport pour casser les lignes droites qui sont symboles de planification et d'organisation. Je crée des formes à partir de la matière de la vie, dit-il, à partir de son état, à partir de sa souffrance. Qu'est-ce que l'art peut apporter à la communauté ? Disait-il, il voulait créer des circonstances pour réunir des gens à travers ses œuvres. La troisième référence de cette époque, c'est Yona Friedman, avec ses architectures mobiles. Ce petit dessin exprime tout à fait la mouvance de l'époque et la question qu'on se pose aujourd'hui par rapport aux architectures extérieures et à la place de l'art en dehors des murs des musées ou des institutions culturelles. Alors pour ces artistes qui sont en quête de liberté, le cirque représente une aventure pleine de potentiel. Il est nomade, il est performatif, il est collectif, il est cosmopolite, il est hybride et donc il intéresse des nouveaux artistes. Alors certains reconnaîtront, d'autres ne connaissent pas, c'est la richesse de cette salle. C'est dans cette mouvance qu'émerge le nouveau cirque, en France en tout cas en particulier, le cirque de la contre-culture, donc je pense à Bartabas, enfin, je vais en nommer quelques-uns, Bartabas, Bonjour, le cirque à Ligre, j'ai toujours plaisir de l'écouter, et Pierre Robidon, dont j'étais amoureuse dans les années 80, qui est une icône du cirque punk Art House. Alors ce sont ces nouveaux artistes de cirque qui vont complètement réinventer les espaces anarchiques, en quelque sorte, des espaces anarchiques à la mesure de leur création et de leurs utopies. Alors, je vais faire une parenthèse politique, juste histoire d'eux. C'est ensuite que l'État français a pris le relais en soutenant ce mouvement qui venait des artistes eux-mêmes, par la création de Hors les Murs, qui était donc le centre de ressources des arts de la rue et du cirque avant qu'il soit absorbé par Arsena en 2016. Je ne fais pas de commentaires sur le passage de Hors les Murs à Arsena, vous avez compris mon rapport à la scène. En tout cas, c'est très intéressant ce terme de Hors les Murs. Moi, j'y tiens beaucoup et je le défends. Le fait est que ce soutien public va donner, en tout cas, beaucoup de moyens au cirque pour en faire un art à la pointe, un art de pointe. Et c'est comme ça que moi-même, je suis rentrée dans la gravitation du cirque. J'ai découvert le cabaret sauvage, toute une époque.
Ça c'est toujours Archaos. Les arceaux, qui avaient créé ces structures gonflables étonnantes, fascinantes, pour leur art aérien. Ce contexte politique va créer la rencontre magique entre un architecte et un cirque, et le cirque, pardon. L'architecte, c'est Patrick Bouchain, et son agence Construire. Il va se lancer dans de véritables aventures spatiales et artistiques, avec par exemple Igor et Lily Dromesco, pour la création de cette féerique volière. Je ne fais pas de commentaire, je vous la montre. Il va aussi travailler avec le Théâtre du Centaure, donc avec Camille Amanolo, qui vont devenir les maîtres d'ouvrage de leur propre projet. C'est très important la notion, avec Patrick Bouchain, de transformation. Voilà, l'artiste devient le créateur de son propre univers. Et ceci à partir de tests grandeur nature. Ça se passe en Camargue. Mais la forme ovale unique du chapiteau du Centaure est vraiment le fruit d'expérimentation entre l'artiste et l'architecte, les artistes et l'architecte. L'Académie Fratellini, c'est un ensemble de baraques démontables, toujours temporairement posées sur un sol pollué à Saint-Denis, et déjà depuis plus de 20 ans, depuis une bonne vingtaine d'années. Et là, l'idée était aussi de créer, à partir des usages temporaires et communautaires, un univers qui qui peut être démontable. Je reviendrai sur ces notions de temps qui sont importantes. Donc, j'ai fait des entretiens avec Patrick Bouchain. J'ai eu la chance de pouvoir discuter avec lui plusieurs fois et de publier des textes. Il m'a dit avoir été transformé par le cirque en tant qu'architecte, parce qu'il a eu 2 rencontres importantes dans sa vie. Donc, une, c'est pas du tout le cirque, mais c'est pas grave. C'est Lucien et Simone Kroll, qui sont, on est en Belgique, ils sont les parents de l'architecture participative en Belgique. Donc ce sont ses mentors. Et le cirque, parce que le cirque, c'est ce lieu dont je disais qui se crée à partir du vide. Ce qui va inspirer à Bouchain la méthode de la permanence architecturale, que l'on connaît maintenant, c'était d'occuper un site, de l'activer d'abord avant de lui donner une forme. Donc ça, c'est un shift par rapport à la gestion de l'espace. Deuxième shift en termes de temporalité, c'est Bouchain soutient la notion de semi-durable. J'ai toujours un peu de mal à l'expliquer parce que je me retrouve un peu dans des drôles de... Je vais vous le dire vite fait, ce qui est temporaire peut durer, ce qui est pérenne peut disparaître. Donc c'est quand même l'idée que c'est typiquement circassien aussi comme Frey et tout, mais que l'architecture que l'on croit durable peut disparaître, alors que celle qui est éphémère peut rester, si elle est habitée et si son usage est tout à fait, si elle est tenue par des liens humains. C'est ça qui est important dans la notion de maîtrise d'usage qui va arriver, qui est en train de fleurir actuellement en France. C'est l'idée qu'une construction n'est pas seulement faite de matériaux, mais aussi de relations humaines et environnementales. J'en arrive à l'espace performatif, qui est donc le terme que je trouve le plus approprié pour ce qui se passe depuis 2000. Toute cette historique forme, selon moi, l'historique du cirque et de cette rencontre avec l'architecture, un terreau pour l'espace performatif. L'espace performatif, c'est quoi? C'est un lieu intermédiaire entre la création artistique et l'invention d'autres espaces. J'arrête pas d'ouvrir des nouveaux espaces. Les architectes s'interrogent, les espaces performatifs. Alors, on assiste depuis les années 2000 à l'émergence de nombreux lieux d'architecture qui sont dans la veine comme ça de Bouchain et des expérimentations, et dans une ADN que je trouve proche du cirque. L'urbanisme transitoire, les ZAD, les occupations temporaires de délaissés urbains, les chantiers participatifs ont un vocabulaire très proche de ce que je viens de vous montrer. J'ai été aussi très inspirée par mes discussions avec Bouchain. Ça m'a mené à mettre en place un inventaire d'architecture participatif en Belgique. Je n'ai pas du tout l'intention de vous expliquer ce que c'est. Il y a des exemplaires à vendre sur la table, mais simplement ce que j'ai retenu tout ce travail, je l'ai mené avec un architecte, Gilles Debrun, avec un collectif d'artistes, les Habitants des Images. Et nous avons créé ces camps d'architecture pour relier le monde des architectes, celui de la société civile et les artistes. Et ce que j'en ai retenu, c'est l'immense besoin de micro-récits situés, une sorte de dramaturgie qui relate
et relie les acteurs d'un projet de territoire en construction. C'est super important et je souhaite le valoriser. Les espaces performatifs ont en commun avec le cirque la micro-gouvernance, la valeur d'usage, l'activation de récits situés. Alors je vais vous donner des exemples concrets, ce sera peut-être plus clair. Alors ces exemples, je les ai sélectionnés. Je souhaite vous présenter le travail de Raum Labor. Raum Labor, c'est un groupe d'architectes berlinois qui veut dire littéralement laboratoire spatial. Ils existent depuis 2000, ils travaillent avec des artistes, des sociologues, des urbanistes. Et parmi leurs créations, très inspirantes, cette bulle d'air qu'ils avaient appelée Space Buster, qui circule depuis, ça a commencé à New York en 2008-2011. Vous voyez ce principe d'un camion avec une bulle qui se crée et qui a pour but de venir modifier les relations locales. Donc, c'est des ovnis qui arrivent et qui modifient, qui inventent un nouvel espace public temporaire, le temps de changer les usages. Création d'espace dans l'espace. Je passe à un projet qui est sur la couverture de cette journée iconique. C'est la Floating University, un campus universitaire qui a duré 6 mois, sur un bassin de rétention d'eau de pluie près de Tempelhof. Donc c'est le haut lieu du débat social sur l'avenir de Berlin. Alors cette île artificielle, elle avait pour but d'offrir aux visiteurs une vision alternative des processus urbains. Et dans ce lieu se sont croisées des disciplines, le développement urbain et la danse, la gestion de l'eau et les arts, l'architecture et la gestion des déchets. Alors, je n'en sais pas plus, j'aurais bien aimé participer à cette aventure. Tout ce que je sais, c'est que, et par la pratique, c'est extrêmement exigeant de rapprocher ces mondes, de dépasser la forme conceptuelle pour en faire quelque chose de productif, pour mettre les mains dans la matière. Et les 6 mois de cette expérimentation ont donné lieu quand même à des exemples intéressants de filtration d'eau. Il y a des choses qui sont sorties de cette université. À Bruxelles, on va revenir un peu en Belgique, à Bruxelles, on a Parc Farm, qui est un lieu qui fait écho à cette université flottante et qui était là avant, en 2014. Elle a surgi sur un délaissé ferroviaire pour préfigurer le futur parc de Tour-et-Taxi dans la coulée verte, en tout cas la connexion de la coulée verte à Tour-et-Taxi, pour ceux qui connaissent. Cette ferme a été créée à l'occasion d'un festival qui s'appelait Park Design, et les tactiques et Alive Architecture sont des architectes d'urbain, c'est-à-dire que littéralement, Alive Architecture, ça veut dire l'architecture en vie. Petra Fernandez, qui est la cheville ouvrière, applique des méthodes encore un peu plus loin que celles de Bouchin, avec des méthodes très souples. Et Parc Farm, en fait, c'est un exemple d'architecture temporaire qui dure, puisque elle continue d'exister tant le tissu créé a pris racine avec le voisinage. C'était un vrai tissu humain. Et résultat, qu'il y a un festival, le Parc Farm existe et crée du lien. Donc, ouais. Alors attendez, je vais vous montrer mes notes. En 2014, même année, il y a eu ce pont, je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent sans doute. Il a été mis en place par les architectes Gijs van Varenberg dans un autre festival qui malheureusement n'a duré qu'1 an. Malheureusement pour Bruxelles, parce que je pense que ce festival aurait pu en parler. Mais il y a en fait simplement ce pont exprime, je trouve très intéressant en termes d'architecture saltimbanque, parce qu'il exprime une résolution de problèmes politiques avec simplement 2 grues. Donc c'est très intéressant, on pourrait parler de tout ce que ça symbolise, mais simplement avec des moyens très efficaces, alors que la ville cherchait à relier la commune de Molenbeek et la commune de Bruxelles depuis des années. Voilà. Donc ce geste très simple et très beau, très iconique, la relation a eu lieu. Et qu'est-ce que ça a donné quelques années plus tard? Aujourd'hui, le chantier de la passerelle vient de se terminer et elle existe réellement. Donc, pour moi, ça c'est vraiment très intéressant, cette histoire de prototypage, de design fiction, de formulation artistique au service d'une transformation urbaine, d'une transformation d'usages sociaux. Et à mon avis, c'est une des qualités d'une architecture saltimbanque. Alors, je vous montre d'autres photos du Festival Canal, qui était donc
dans lequel a émergé ce pont. Quelques souvenirs, voilà. Et donc c'est aussi dans ce contexte que j'ai récupéré, dans cette mouvance, un petit parlement pour l'art, un petit parlement qui se trouvait là, qui avait été placé par Recyclard pour parler de l'espace public. Et on l'a activé pour questionner la place de l'art dans la ville avec Iselp et Adrien Grimaud. C'est pareil, j'ai apporté le livre, je ne rentre pas dans les détails. Simplement, ce petit parlement de bois a servi à réunir des élus, des artistes, des habitants, des enseignants, des architectes, pour questionner voilà, l'évolution, faire un point sur la place de l'art dans l'espace public. Et sans rentrer dans tous les détails, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est la notion de... On est parti de Bruxelles de nuit, et on s'est aperçu qu'une capitale européenne modifie profondément le rapport à l'espace et peut-être contribue à l'émergence de cette notion d'espace performatif au niveau politique, social, artistique, écologique. D'autres exemples, vous connaissez sans doute cette installation de piscine temporaire. Alors Police School et Décor Atelier, ils sont passés par des maquettes, enfin des prototypes extrêmement imaginatifs. Donc j'aime bien l'idée qu'on part d'une petite maquette, puis progressivement, ils ont créé des fausses piscines qui étaient presque dangereuses. On a pu plonger, mais il n'y avait pas de fond. Et donc tout ça pour alerter sur le fait qu'il n'y a pas de piscine à Bruxelles, de piscine en plein air. Et donc progressivement, leur prototype est devenu une piscine en échafaudage et en bois qui est tenue par un grand tissu social qui soutient cette image, cet imaginaire collectif de la piscine. Cimente plus le projet qu'une piscine réelle bétonnée. Vous m'avez compris. Ensuite, je voudrais faire un petit tour du côté de Concentrico. C'est un festival d'architecture et de design au nord de l'Espagne, qui a été créé par des architectes. Chaque année, des pavillons sont installés pour réinventer la notion d'espace public. Alors je pense que la répétition annuelle de Concentrico a un effet sur l'ADN de la ville, parce que la ville est complètement transformée à force de faire des éditions, les élus ont commencé à repenser et la ville est rentrée dans un futur de ses propres espaces publics. C'est très intéressant. Donc, je vous montre quelques exemples d'installations qui m'ont plu. Celle-ci, c'était Arenas, d'un designer allemand, Christoph Arsch. Je ne vais pas prononcer son nom. 3 structures circulaires qui, donc, en échafaudage, pareil, objet de location, sans déchets, remettent complètement en jeu par le cercle, mais aussi par le fait qu'il y ait 8 tellement risqué, le plus, les règles du jeu et les règles de la rencontre. Donc, vraiment un jeu avec l'espace urbain, l'espace public. La limite d'une installation comme celle-là, c'est qu'elle dure un festival et les voisins n'ont pas vraiment le temps de s'approprier vraiment la structure. J'ai eu aussi la chance d'aller à Concentrico pour présenter l'inventaire collectif dont je vous ai parlé. Et on avait la possibilité d'inviter des architectes et des activistes architectes de Bruxelles. Donc on a choisi Pioven et Fabi qui ont proposé ce pavillon de refuge pour les pèlerins de Saint-Jacques. Voilà. Et puis, vous avez ensuite ce pavillon a été recyclé par le collectif Dallas qui est ici présent et qui anime un atelier cet après-midi, et Police School, dont je viens de parler. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont activé un temple dédié à la rivière. Le but était de transformer la peur des habitants par rapport à des baignades dans la rivière, parce que les silures hantent l'imaginaire collectif. On a peur de se faire manger par une silure. Donc, j'ai beaucoup apprécié la manière dont, déjà, le fait que les matériaux du premier pavillon ont été recyclés, le fait qu'il y ait un travail de terrain, de préfiguration et de permanence. Mais je vais vous lire un petit peu les activités qui avaient lieu dans ce pavillon. Il y avait de la cuisson de silures, de la projection de films, des rituels d'hommage aux poissons, des conférences sur la rivière, des pêcheurs et des pêcheuses qui racontent des histoires, des baignades. Et donc je trouve que là, je parlais de dramaturgie et de micro-récit, alliés à une forme d'architecture certainement. On se rapproche presque des cultes païens. Et ça, c'est
ça nous ramène à la naissance et aux origines de Cirque, si vous me suivez. D'autres photos. Ici, c'est une photo que j'ai saisie d'une mariée qui pose devant une structure modulaire temporaire. Et j'aime bien cette idée que la société civile et l'architecture voilà, de l'avant-garde se rencontrent dans une célébration. J'ai presque fini. Je vais finir avec 3 exemples. Donc, je passe les exemples suivants. Vous comprenez l'évocation. Ici, on va s'éloigner un peu du cœur des villes, avec 3 exemples. Des projets qui interrogent plus la relation campus. Gustave un peu du Poisson, interroger la relation au vivant, à l'environnement. Alors c'est plus une approche d'un artiste qui est Feda Wardak, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est aussi un architecte et un constructeur, et qui s'intéresse aux communautés qui se construisent indépendamment des pouvoirs publics. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est la construction d'un tout, d'une micro-gouvernance, d'une structure, d'un récit et d'une forme qui elle-même crée les conditions de sa propre programmation. Utilisant une structure autonome qui crée les conditions de production d'un récit sur la forêt. Cette structure a été imaginée par une dizaine d'enfants et adolescents voisins de la forêt de Bondy. On n'a pas le temps de rentrer dans chaque projet avec ce sol, très intéressant. Ensuite, j'aime beaucoup ce cône à la fois lieu d'écoute de l'environnement, d'amplification pour les musiciens. Il y a des musiciens qui viennent jouer en Lettonie, dans ce cornet qui réinvente complètement les relations à l'environnement et à l'art. Et puis je vais terminer avec ce silo qui est venu à latitude 50. C'est une création de Boris Gibet, la compagnie Les Choses de Rien, qui voulait offrir une nouvelle expérience aux spectateurs. Donc cette quête continue d'exister dans le cirque. Je vais vous lire ça, il y a une très belle phrase qui est j'avais envie de faire entrer le spectateur dans un espace réaliste, chargé d'une puissance symbolique pour ensuite métamorphoser ce lieu en un espace désaffecté. Un huis clos, un tribunal, un gouffre, un centre absolu, un enchevêtrement d'espace, un appel au vide, au néant et à l'infini. J'hésitais dans le choix scénographique entre un château d'eau, un moulin, un silo ou un pigeonnier. Le silo a finalement remporté par son esthétique industrielle. Et il a donc travaillé avec des architectes et un ingénieur. On revient donc au cercle, qui est ce lieu de recomposition de nos rapports au monde. Je trouve que le cercle a son importance. Il est vraiment un creuset pour repenser le rapport au monde, qu'il soit écologique, artistique ou politique. Donc en conclusion, j'ai voulu vous montrer à travers un vaste grand écart, n'est-ce pas on est passé des tréteaux... voilà. J'ai voulu vous montrer une filiation entre le cirque, les architectures saltimbanques et les espaces performatifs. J'ai voulu vous montrer que la toile, le bois, l'échafaudage et la création humaine sont les matériaux pour transformer les usages d'une ville ou d'un territoire. Que pour changer le mindset des politiques ou des gens qui font la ville et qui font les territoires, il faut imaginer par des prototypes des futurs souhaitables. Donc pour essayer de définir une architecture saltimbanque, elle modifie l'organisation spatiale. Elle ouvre une brèche dans le réel, organise de nouvelles relations. Elle soutient la parole du dedans, le savoir horizontal, un espace d'expression artistique et démocratique. Longue vie aux architectures saltimbanques, longue vie à la création artistique hors les murs. Merci beaucoup, Pauline. Bon anniversaire. Merci, c'est toi qui nous fais un cadeau. Deux autres petites conférences qui suivent celle introductive de Pauline. On va d'abord maintenant accueillir les représentants du festival Horst, Yveline et Mathias. L'un après l'autre. C'est d'abord toi, Yveline, c'est d'abord Mathias, qui vont présenter du coup. Tu veux introduire?
Ce festival qui a lieu près de Villebon, vous connaissez peut-être, vient de se terminer. Ils sont encore en train de travailler sur une suite du festival, des expositions. Festival qui est très connu à la fois dans le monde des architectes, mais aussi dans le monde de la musique, dans le monde de la fête et dans le monde des arts plastiques. Et il me paraissait vraiment indispensable de les inviter pour présenter leurs pratiques. Et je leur donne la parole. Alors j'ai invité Mathias à nous rejoindre. Mathias a une formation d'architecte, il a cofondé Horst en 2014. Il est responsable de la direction artistique et spatiale de Horst. Et pour l'activation du site du festival, il est pour l'activation du site du festival qui s'appelle Asiat en tant que nouvel espace public. Sorry. Merci. That's okay. Ah oui, c'est Voilà. Bonjour tout le monde. Je suis vraiment désolé, mais je vais parler en anglais. Je peux essayer en français, mais là, ce sera plutôt sec, je pense. Si tu me comprends pas, tu peux me poser des questions en français, ça va plus long. So we just had the 10th edition of the Horst Festival last weekend. And we started in 2014 with the question, how can we organize a festival in a different way? How can we reinvent a festival in a different way? And we had the feeling that the festivals in different locations, it's a bit like a circus, it's the same tents, the same infrastructure, traveling and being built up in different places again and again, and we wanted to do it in a different way. And we wanted to invite artists, architects, musicians, and designers to do this together with us and to challenge us in this rethinking festival infrastructure. Some examples to give you an idea what Horst is. From the music, it's mostly electronic. We have a visual arts exhibition which goes on in the summer after the festival, which is mostly in situ work where artists go in dialogue with the site. And of course, architecture is important for the music stages and the dance floors we build and develop. For us, that's really the place, the moment where the music and the arts can come together. Different examples we had in the past. I'll talk about a few more into detail. So we started in 2014 at a site called the Horst Castle. It was in Wolfsbeek in Flanders. It was a very rural heritage site, which gave us an inspiring location. And we had, we built multiple stages there. I thought this one was interesting for today. It was a collaboration with a student practice from Gijs van Barenberg as well. They were also the curator in the first 5 years. And in reinventing a festival, shelter was very important, or a topic we were working with. We wanted to build or design a shelter which is pleasant when the sun was shining, but which was also functional when it was raining. And then this shelter we developed. It was very light. It was very dynamic. There was a lot of place for the wind to play with it. This one was a big version for a music stage. There was also a smaller version of a place where we had talks and performances. But in those early years, we were already very much engaged with this festival infrastructure to think about it in a way that it could be or mean something more outside of the festival. So we wanted to reinvent the festival and think about the infrastructure that it could mean something more in a social way and
in a functional way. This was one of our first examples where we built something which is still there today, actually. So it's a good example of something that is being built because of the festival, but yeah, takes on another life after. And today it's actually the most popular place to take wedding pictures on its space. So that's nice to see. It was something we didn't intend to, or didn't remind you about it. Another example was a pavilion we built for fishermen next to the pond, together with Jan de Vilder and Jutta Jeu, in relation with a music stage. The stage is super temporary, only for a few months, the festival plus exhibition. So we borrowed these pallets of bricks from the supplier and just stacked them in a way. And the pavilion was permanent, or is permanent. Yeah, there was a bit the relationship with the stacking of the bricks between the two structures. And we also had a collaboration with Atelier Bauer in these first years in Holsbeek, and that was a very interesting project for us because it was the first time we co-created it with a group of young creative people from all over the world, and that's where the Horst Atelier emerges, or we organized the Horst Atelier for the first time. Some pictures of the construction. It was a wooden structure next to the lake, and the experience for the participants was super positive, and it kind of blew us as an organization away as well. And people talked about it as a life-changing experience, and just this co-creating, building together with the designer, and then celebrating it in a very intense momentum after you built this was a super interesting experience for them. So we really continued in this idea of co-creating the festival artworks, pavilions, the light scenography, together with young people within the Horst Atelier. And then in 2019, this heritage site became a bit too difficult to realize our ambitions, because we wanted to leave something behind, something with a positive impact, and was not the best match with the heritage site, where we had to leave everything behind, like we felt it. I'm not aware of that article I was like phone them, so if it's always time that we never seen it. We moved to Aziat Park in Vilvoorde. It was an abandoned military site. The commune of Vilvoorde just bought, and they had no idea what to do with it. So we saw an opportunity to give them an idea and to do a lot of experiments, or build experiments, and to test what this new site could become. Some impressions of the first weeks we were there before we did anything. It feels a bit like a village with a central surge, overgrown with nature, and a lot of super charming industrial warehouses. This was the central square after some time. And important to say is that we organized a festival there, but we are also the manager of the site, so we had a collaboration with the city for 10 years to activate it in a more local way. And in that sense, the combination of an international, more niche artistic program with the festival and the local structural activation is for us an interesting combination. So we're also in charge of renovating this park and thinking of how to make it alive again. There's a lot of other kind of activities as well today
in these spaces. And some examples of the pavilions we built in this context. In 2019, with Thomas Dirks, a Dutch architect, we realized our, I think, most profound experiment. It was like an inflatable structure which was hung above a pit or a crater in the landscape or the terrain. And it was also a place where we had talks, performances, in the end of the evening again, the dance floor. It was super temporary. I think it was a very special experience to be in this space, but it was also super dependent of weather and wind. A bit challenging. Another nice example of what we did in Vilvoorde is a pavilion we built with Fala Atelier from Portugal in 2019. But mostly the collaboration or the invitation of Leopold Banchini in the year after, where we asked him to design a new pavilion on the same place, reusing only the materials which were used in this structure. So he really determined all these materials and made a new design that works from it. And for us, it's an important example because when working with temporary architecture, you suddenly feel that it's super interesting as an experiment, but not very sustainable to build and demount and rebuild, especially if it's in the same place. So we started to think about ways to do it in a more interesting or sustainable way. The result was again a workshop within the host atelier and a totally different pavilion on the same place, but we only had to buy a few new bolts and that was it. So it was a very successful reiteration or reuse of these materials. It was a stage for the festival, but it also functions as a fireplace for local youth movement. There is a kickbox club who gives their trainings there. There's birthday parties going on. It's a very fitting place to work. A collaboration we had last year in 2023 with Ruther from Paris. It's called Le Soleil Rouge. It's actually a big red mirror which is inclinated above the dance floor, but also marks this public space in the park. And you really see also the reflection of the sun on the floor, which marks this public space. And this is a picture of the setting within the festival as a dance floor. And it also became like a huge selfie mirror for the full dance tour, and it was really orientated towards the west or the sunset. So it's it's still there today, and it works as this public space in the park. An example of Stand van Zaken. It's a design collective or collaboration between Dozon Interior Architects and Theo de Meijer. For us, it's a super successful or interesting result because it really marks an avenue or a street in the park. It gives us the framework or pedestals to integrate green, but also present temporary artworks. And now there is young kids doing graffiti workshops on it, and it's still there in the park, and it's what really marks this street. And people in the park talk about the sports street because of this installation as well. And maybe a last example of last weekend, which kind of
embodies or which shows all our ambitions in one example, I think, and we finally succeed in it after 10 years to really build a stage which was being constructed out of an old metal roof which was here. You still see the mark of the roof. So we took the old metal structure, built a new structure of it for the music festival. So this was it at night. And by taking down this roof, we had the idea that we took away a dark, difficult place in the park, made a very light and playful place instead. And after the festival, actually this week, we're painting a lot of playground infrastructure, and there will be swings and basketball hoops on this structure. So this dance floor is becoming a playground, a sports field after the festival. Then, okay. Yeah. This one, I'm quickly going to explain and then pass it over to Evelyn. It's another example of how we think we can go contemporary architecture in a more sustainable way. We invited Rotor in 2021 to develop a shelter again. And they came with a proposal to rebuild a greenhouse they found in France on site. And the greenhouse structure was something we thought we should keep for a longer time. So it's now there for 4 years, I think. But every year, this was the initial structure in France. Every year we reinterpret the roof, or we re-invite an artist to give it another visual identity. So this was the first year with Rotor. This was the year after with Salvatore Bono, practice from Milan. They redid the roof with these roof lights, and they also made like a new floor, but still we kept the greenhouse structure. And then this was the third iteration of a Greek collective, which is still there today, and we will talk about more later explanation. Voilà, thank you. Thank you very much. Merci Mathias. Alors maintenant, on va accueillir Evelyne, qui est écrivaine et curatrice indépendante. Elle organise des commissions in situ, elle a des installations dans l'espace urbain, dans des nouveaux espaces publics. Et voilà, Evelyne Simon va prendre la suite parce qu'elle a été directrice artistique de Hors pendant 5 ans. 5 ans. Ouais. Bonjour tout le monde. Je vais déjà dire, je suis flamande, je vais tout essayer en français, mais si j'ai un accent, s'il vous plaît, rigolez pas. Et si je trouve pas un mot, je vais le dire en anglais. Mais donc voilà, moi j'ai travaillé avec Mathias pendant 5 ans, donc le moment que l'organisation a fait le déménagement de Wolfsbeek vers Vilvoorde, tout un nouveau terrain, toutes des nouvelles réalités. Travailler dans un espace qui est urbain, donc où il y a plus des habitants, etc. Mais aussi où il y a l'impact sur l'écosystème local, on va dire la nature était beaucoup moins présente, donc c'était un lieu quand même assez gratifiant. Et moi je suis arrivée vers eux parce que j'ai modéré un talk, je pense, l'année avant. Et moi, dans mon pratique artistique, c'est vrai que je ne suis pas très à l'aise de curater des expos dans des white cubes, mais je travaille plutôt dans des lieux urbains ou d'espace public. Donc c'est un peu comme ça que nos chemins se sont reliés. Et donc voilà, la première année, c'était quand même incroyable de pouvoir curater une expo dans un lieu qui est aussi
vaste et expérimental et unique que le site Asiat, un site militaire, une base militaire, avec même 2 tours de refroidissement à l'autre côté de l'eau. Et comme on avait fait, on a vraiment travaillé fort dans l'intuition. Maintenant, l'organisation s'est beaucoup plus professionnalisée. Mais à l'époque, c'était bon, on a l'idée, est-ce qu'on ne peut pas faire quelque chose dans une tour de refroidissement? On est allé parler avec les gens qui, à l'époque encore, géraient ça. Ils ont dit, bah oui, pourquoi pas, vous voulez laquelle? Donc on était vraiment dans ce stade-là, parce qu'on était full liberté totale d'encore faire des choses de manière très DIY. Je ne vais pas vous dire que l'installation de cette œuvre était aux normes de sécurité, mais quand même, on est arrivé grâce à nos bénévoles. Mais donc voilà, c'est juste ce lieu, cette œuvre de Emeka Okpo, un artiste nigérien qui avait fait cette pièce en fait pour Documenta à Athènes il y a 2 ans avant. Donc on a travaillé avec un prêt, mais qui est complètement recontextualisé dans ce lieu-ci. Et on va dire que la première année, le but était vraiment avec l'expo d'un peu regarder comment cette bastion militaire était sorte un symbole presque morte d'un pouvoir et d'une hégémonie très masculin, très top-down, et comment on pouvait imaginer de nouvelles futures en fait sur ce terrain. Donc l'expo était un peu autour de ça, Fallen Empires et Refound Desires. Et ça c'était aussi la première fois, donc on a installé une sorte de modus operandi où Mathias faisait les podiums avec les architectes et moi je faisais les podiums avec les artistes qui venaient chaque fois avec des risques et avec des challenges quand même, comme par exemple avec Philippe Janssens qui est un artiste visuel qui va aussi déjà beaucoup travailler dans le théâtre, mais qui, c'est un peu un provocateur aussi. Il disait, oui, je vais faire quelque chose que les architectes ne feront jamais. Moi, je veux créer quelque chose qui n'a pas d'image. Je veux créer un piste de danse qui va disparaître le moment que c'est rempli avec des gens. Donc ça, c'était un peu la première introduction à travailler avec des artistes sur des échelles très larges, où aussi pour le dance floor, pour la piste de danse, il y a toujours des besoins logistiques, des questions de sécurité, aussi des trucs très basiques comme où vont être les toilettes, où va être le bar, etc. Donc je pense que dans la fonctionnalité, les architectes sont un peu plus ouverts peut-être à ça. Dans l'expérience que nous on a eue, c'est souvent des questions que, en effet, en équipe, on essayait de trouver déjà des solutions pour ça, et puis en représentant à les artistes le choix. Mais si tu mets tout chez l'artiste, on a vu que ça devient un peu compliqué de temps en temps de réfléchir à ces choses fonctionnelles et pas sexy forcément. Ça c'était aussi une pièce encore la première année où en effet c'était un sort de hangar complètement vide et voilà les possibilités dans un lieu comme Asiat. On a mis du aquablock partout et on a rempli la salle avec de l'eau. Les gens devaient enlever leurs chaussures. Et c'était une sorte de rituel créé par Benny Bossetto, une artiste italienne, avec une sorte de talisman qui était partout pour vraiment avoir ce moment de unissement, de rituel collectif. Puis on vient il y a eu une année de Covid, où on a fait une sorte de cabaret, pas comme ici, mais on a fait un sorte de un restaurant temporaire, mais on n'a pas de photo de ça. On va se focaliser sur les lieux des pavillons aujourd'hui. Donc l'année après, donc tout le monde, je ne sais pas si vous reconnaissez de ça, mais on était un des seuls festivals qui pouvait s'organiser. On était en timing, on est très 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 chanceux. Donc c'était après une vague de Covid et avant une autre vague. Mais c'était une année où on voulait vraiment faire une célébration du corps humain et surtout le corps humain en masse, le fait de rassembler les gens, la fête comme rituel, la fête comme proteste aussi. Donc ça c'était un peu la thématique de cette année-là. Et on avait invité Marinella Senatore, qui est une artiste de sud italienne. Et elle a dans son pratique, elle travaille avec beaucoup de choses, mais ce qui est assez signature chez elle, c'est le fait qu'elle va s'approprier des luminaries, c'est une sorte de structure
qu'on voit partout dans le sud d'Italie, qui sont des structures en fait de fêtes, mais communales. Donc c'est la commune qui installe ça, ou les églises, etc. C'est vraiment pour créer des ornamentations, des décorations dans l'espace public, et pour en effet célébrer le fait que les gens se voient dans la rue, qu'il y a une vie publique aussi, qu'il n'y a pas tout le monde chez eux, mais qu'il y a une vie communale dans les villages et dans les villes. Et elle travaille avec les mêmes producteurs et fournisseurs qui réalisent ça, qui produisent ça. Mais elle installe des textes des philosophes féministes dedans. Donc Bodies in Alliance, ça venait d'une thèse de Judith Butler qui dit que c'est important de se réunir dans la rue, c'est important de faire des protestes, surtout dans un âge où on peut tous être nos propres journalistes et on peut créer our own news. Et en fait, ça c'est un cas spécial parce que c'est un podium qui pour nous a très 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 bien marché, mais il y a un deuxième volet qu'on n'a pas pu faire. Donc ça c'est aussi quelque chose sur laquelle je vais être honnête. C'est que dans l'organisation chaque année d'un festival avec tellement des expectations et des besoins, etc., et un cash flow qui doit se faire et des attentes des gens qui nous subsidient, etc., ben de temps en temps, il y a juste des challenges qu'on se pose, mais que finalement, on n'arrive pas encore à s'organiser. Donc le but était qu'il y aurait cette pavillon, et qu'en parallèle avec ça, pour activer ce pavillon, parce que le pavillon c'était le but que ce soit ouvert pour nous pendant le festival, mais qu'après, ça pourrait devenir une sorte d'agora pour tous les gens de Vilvoorde qui voulaient organiser des choses là-bas, etc. Et pour ça, on avait en tête d'organiser avec Marinella le School of Narrative Dance. Donc si on pense à comment créer des communautés, c'est vrai qu'avec des structures purement physiques, c'est pas toujours assez. C'est comme Pauline, tu l'avais dit, soit on reste dans le conceptuel, ou soit on va vraiment dans le productionnel, comment une communauté est produite. Et là, perso, je sens encore qu'on aurait pu aller plus loin. Mais donc le School of Narrative Dance, c'est Marinella qui vient avec des psychologues, avec des philosophes, avec des chorégraphes. Et le but, c'est de créer une communauté pendant 2 semaines pour faire des genres d'exercices et d'apprendre de l'un l'autre à travers la danse. Et donc ça, c'était quelque chose qu'on voulait faire, et puis organiser une grande parade dans Vilvoorde pour tous arriver ici. Mais finalement, ça ne s'est pas fait. Malheureusement, le budget n'était pas là, dédié une personne travailler là-dessus full-time, parce que c'est vrai que le travail en communauté, c'est un travail qui prend du temps de gagner la confiance de tout le monde, de créer des liens entre tout le monde. Et nous, dans la précarité de ce que Off c'était à l'époque-là, on n'avait pas les moyens de faire ça bien, donc finalement on s'est dit, bon, on laisse tomber. Mais ce qui est drôle, c'est que l'année après, donc elle est restée pendant 2 ans, mais comme le dit Mathias, il y a aussi ce développement du terrain, les sites asiates qui se développent en espace public. Donc nous, on avait notre piste de danse, très beau. Bon, le school, ça se fait pas. Mais le lieu, pour récolter des fonds aussi, pour pouvoir faire des événements et des programmations sociales, il faut de temps en temps aussi sous-louer des lieux ou louer des lieux. Donc c'est aussi un travail qu'Asiat fait, à chercher l'équilibre là-dedans. Et ils ont très bien réussi à louer cet espace à un chicha bar de Vilvoorde. Et ça, c'était quand même un moment assez pertinent, parce que nous, pendant des années, on travaille, comment est-ce qu'on peut arriver à atterrir la jeunesse de Vilvoorde à notre festival. Mais c'est difficile parce que c'est tellement niche, etc. Et c'est aussi un peu cher parce qu'on paye tous les DJ un prix correct. Et bien voilà, on rentre à la soirée d'ouverture du Chicha Bar. Il y a toute la jeunesse de Vilvoorde qui sont en train de payer des cocktails à 12 €. Et on dit, bon, peut-être on aurait pu trouver des autres moyens de réunir les gens. Parfois, c'est juste pas par là que ça se passe, et il faut pouvoir mettre plusieurs gens autour de la table pour y réunir. Donc voilà, c'est quand même quelque chose que je voulais vous expliquer. Ça, c'était donc la structure qui aussi, grâce à un orage, était complètement détruite. Donc on a dû aussi la réparer avec tous les petits lampes l'un après l'autre. Donc c'était quelque chose qui a demandé beaucoup de soins. Et puis on arrive à le podium que j'ai fait avec ma co-commissaire Sorana Mencia dans l'année 2022.
Et là, on était à l'intérieur, on a travaillé avec une grande artiste très connue, Laure Prouveau, qui était une personne incroyable au niveau... elle est très réaliste avec le budget, elle travaille avec ce que tu la donnes, et elle est très originale à penser, à réfléchir à des moyens de faire quelque chose de beaucoup d'impact avec peu de moyens. Et donc le but pour elle, c'était voilà, l'expo travailler sur l'idée de la notion de la respiration. Si on habite tous dans une société qui essaye à nous étouffer, quelques-uns plus que l'autre. Et Laure, elle voulait créer une sorte de grande baleine qui continue à respirer malgré tout l'impact écologique qu'on a sur la nature. Donc c'était une piste de danse avec une sorte de voile qui respirait, donc ça ouvrait et ça fermait avec un système d'EMEX. À l'intérieur, on a fait un jardin suspendu avec tous les bénévoles de notre atelier, avec plein de brôles qu'on a trouvées pendant plusieurs années sur le site, qu'on a de temps en temps gardé, avec des dessins en verre qui sont des prêts de l'or, c'est des pièces existantes. Et le but, c'est très beau, donc pendant le festival, on s'est tous réunis là-dedans pendant 3 journées, et Laure voulait après garder tous les déchets que toutes les personnes ont laissés sur le sol, comme traces artistiques aussi pour nous rappeler à notre impact nous-mêmes sur l'écosystème, malgré le fait qu'on fait quelque chose de très optimiste et on se rassemble et on fait un rêve, il y a toujours un impact là-dessus. Donc on avait voilà, tous les gobelets, tous les trucs de cigarettes, et elle a rajouté du encre d'octopus, comment dire? Le sèche, voilà, pour arriver à ce voilà, ces résultats. Et puis, l'année passée, c'était aussi un moment qui était un peu, on va dire, une sorte de moment de réflexion, parce que, à part de tous les podiums que je vous ai montrés, on voyait aussi que l'expo, vu qu'elle devenait de plus en plus ambitieuse, sans le vouloir, on est rentré dans un modèle qui était assez muséal. Et aussi, il faut le dire qu'à Ors, on était une petite équipe et la plupart des gens est là pour l'euphorie de la festival, etc. Et dans l'art, bon, c'était un peu, tu dois tirer, et c'était hyper intéressant, mais tu sens aussi que tu es dans une logistique du festival, donc c'est pas toujours facile, et dans un lieu public où ce qu'on n'a pas les moyens et on ne veut pas non plus sécuriser tous les lieux, où il y a un garde, ça c'est pas le but. Donc ouais, il y avait beaucoup des sortes de challenges, et avec l'équipe on s'est mis ensemble et on a dit bon, pourquoi l'art dans Ors Terre et Musique, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui compte, et dans quoi est-ce qu'on peut faire la différence. C'est pas forcément de créer une très très belle pièce très fragile dans un lieu, avoir une belle photo et puis avoir peur le reste de l'été que quelqu'un va la casser. Donc on avait besoin d'un moment de réflexion et on a regardé tout ce qu'on a bien fait, et aussi comment on peut vraiment offrir quelque chose de nouveau aux artistes. Et c'est quand même dans ces commandes transdisciplinaires et dans ces commandes qui sont crossover et qui sont d'or souvent, qu'on a pu vraiment avoir un impact sur le terrain, sur notre public, sur nous-mêmes et sur les artistes. Donc l'année passée, c'était la dernière année que moi j'ai curaté l'expo, mais c'était aussi l'année où on s'est dit bon, on va vraiment aller full on dans le crossover entre le festival et l'expo, le programme artistique. Et donc voilà, Véchel, on a demandé à c'est une sorte de collectif hybride grec qui est entre la mode et l'art. Et on leur a demandé de créer un nouveau toit, parce qu'on avait besoin de nouveaux toits pour le podium. Et eux, ils ont décidé de travailler qu'avec leur pratique s'inscrit dans le fait quelles sont les routes d'infrastructures et de transport qui soutiennent notre société capitaliste globalisée. Donc ça, ce que vous voyez, c'est tous des big bags, etc., et des bâches, des camionnettes et tout ça. Et donc ça, c'est vraiment le langage avec lequel ils travaillent. Et on a fait une grosse patchwork, donc c'était tout main d'œuvre avec les gens
de l'atelier. Ça a duré deux semaines pour créer ça. Mais ce qui est très beau, j'espère que ça va fonctionner. Ça, on peut voir. Après, ils ont fait une collection avec les photos du festival. Donc, on va avoir le goût. C'est dans ces questions de ok, ce podium elle est quand même assez bizarre parce qu'il y a plein de couches laissées par tous les architectes et les artistes qu'on a invités chaque année, et eux aussi ils voulaient ouvrir cette notion de authorship, et donc ils ont aussi demandé à tous les bénévoles de signer, de mettre leur autographe sur le sol. Bon, il était après un week-end de danser, c'était plus visible, mais quand même sur le toit, les orthographes étaient encore visibles. Puis une autre collaboration qu'on a faite cette dernière année, c'était avec Dewey. C'est un label et un duo, c'est les frères de Wala qui sont à Gand, qui ont Soulwax, c'est tous les DJs, et Dewey c'est leur label. Et il y a eu un échange assez chouette avec eux, et apparemment depuis très très longtemps, eux ils voulaient créer une sorte de magasin de nuit, un Nachtwinkel, et on a décidé de faire ça à Horst. Donc le but était de créer 2 salles, parce que tu pouvais rentrer pour acheter des merch de eux, et puis tu passes par une deuxième salle où il y a une programmation secrète. Donc ça c'est quelque chose qu'on a créé pendant le festival. C'est eux qui ont autofinancé, parce que ça, bon, c'est une sorte de promo, on ne va pas payer ça avec l'argent taxe de Belge. Donc c'est eux qui ont autofinancé ce projet. Et donc derrière, il y a eu un petit chambre, et si tu disais le bon mot de passe, tu pouvais rentrer et pour aller à la fête pendant le festival. Donc c'était une très chouette collaboration aussi. Et puis un autre, c'est pas un pavillon, c'est très immatériel, mais avec l'artiste John Ami, qui est un artiste libanais américain, on a réfléchi à comment est-ce qu'on peut créer un lieu immatériel à travers du son. Et lui, il a un projet qu'il fait depuis 10 ans, où il travaille avec là des mots anglais, mais où il travaille avec des tuners, des auto-tuners, donc qui ont tous des sound systems dans leur voiture. Et c'est un projet qu'il a commencé en Liban, à Beyrouth, il y a 10 ans, pour vraiment rentrer dans ces communautés qui sont vues comme des gens qui dérangent l'ordre civil, mais c'est des gens tellement passionnés. Et on s'est dit que c'était la première fois qu'il était invité pour faire ça pour un festival, mais on avait dit, tout le monde qui vient ici au festival, c'est pour un amour pour la musique et pour le bass. Et l'expo était aussi Where the Wild Things Are, c'était vraiment ancré sur comment est-ce que l'obédience civile peut faire naître des formes qui sont nécessaires en fait dans notre société, surtout dans les villes où tout est carré, où toutes les fonctions qu'on peut avoir qu'on a dans les espaces publics sont prédéfinies top-down. Donc l'expo voulait regarder à des choses qui sont vues dans les marges, mais qui sont nécessaires pour garder les villes sur échelle humaine. Même si ça veut dire, 150 décibels de musique. Mais donc le but c'est qu'on a travaillé avec une communauté des tuners qui venaient de Flandre, et eux ils sont venus tous ensemble avec leur voiture sur le terrain. Ils étaient excités, pas possible, parce que normalement ils n'ont pas le droit de faire ça. Donc c'était pendant le festival une colonne de toutes les voitures avec les basses, tu sentais ça déjà de loin. Et puis on a connecté tous les sound systems à l'un l'autre, et on a invité des DJ, des femmes ou des female identifying person to DJ, parce que c'est quand même aussi une communauté très masculine, donc on voulait quand même avoir un peu une attention là-dedans. Et donc voilà, comme ça on a créé un lieu qui existait pour quelques heures, et qui existait seulement à travers les vibrations de musique. Je pense que j'ai un lien, j'espère que ça va marcher. Pour vous laisser montrer, pareil. Automobile is a performance for cars with souped up sound systems. So for Horst, over 2 days, on Friday and Saturday, we brought together cars from the sound car community here in Belgium. We link up all the cars together and create one massive sound system, basically.
I mean, so much of this project is about kind of rebellion and subversion, I guess. It's a form of expression that is really raw, just about passion and love. That's where these sound systems come from, you know, like strictly for the love of sound. And so, yeah, I thought it was really beautiful to be able to bring that and have that in conversation with the other works that were part of the exhibition. Voilà. C'est quoi pas? Je peux là avec tout. Et puis une autre Le brand. Oui. Ah, Yes. pas de match, mais ça. C'est ça. Avec. et puis là, j'ai pas des photos que de cette installation pendant le festival, je suis désolée. Mais donc, aussi par année, on cherchait d'avoir des bons partenaires par podium. Et là, on a fait une collaboration avec la marque de mode Bottega Veneta et on a invité l'artiste Marc Lecky qui a sa recherche à fond dans la culture de jeunesse, la culture de musique, de pop, etc. Et on lui a invité de faire un lieu pour un sort de ambient stage qui pouvait rester comme il voulait, mais que restait une installation pour l'expo après. Et donc il a créé ce film qui était une sorte de coucher de soleil hyper dystopique. Et là-dedans, il a aussi, pendant 3 journées, avec la marque, fait une programmation de DJ. Donc c'était en fait la première et la seule fois jusqu'à maintenant qu'on a vraiment travaillé avec l'audiovisuel pour créer un podium. Mais c'était aussi chouette parce que de nouveau il jouait avec des directions de vue et l'ambiance et la circulation dans le lieu. Donc tu avais le vidéo d'un côté, mais le DJ était de l'autre côté. Donc tout le monde était complètement désorienté, ne savait pas où regarder. Mais ça c'est aussi une recherche qu'on fait avec Horst. On n'est pas là tous à regarder le DJ comme c'est un dieu, mais le but c'est aussi de se regarder entre eux. Et dernièrement, le final que je veux vous montrer, c'est un projet que j'ai fait avec Marc Lechelier, qui est un artiste français et un architecte. Il est entraîné comme architecte, mais il s'est vite dit qu'il ne veut pas être architecte parce que c'est trop limitant et il veut il veut travailler avec le langage d'architecture, mais créer des formes libres et une improvisation formelle. Et donc ce que vous voyez, c'est une sorte de textile dans laquelle il y a du ciment. Et donc ça arrive à vraiment draper et sculpter une forme. Puis on met de l'eau et puis ça solidifie et ça devient une sorte de crotte. Et lui, il a demandé, est-ce qu'on ne met pas un DJ dedans ou quelque chose, etc. Mais finalement, on a dit, non, parce que le but aussi avec cette expo, c'est de rechercher à comment nous, dans l'espace urbain, on peut s'approprier des lieux et mettre notre propre fonction dedans et nos propres besoins. Et donc, on a aussi laissé ce sorte de hut libre pour les gens, pour faire là-dedans qu'est-ce qu'ils voulaient. Donc, d'un côté, tu as le jardin du bar de Asia, donc c'est sûr que dans le futur, les gens vont utiliser ça. Et pendant le festival, ça pouvait être le lieu pour tout ce que la journée ne peut pas voir. Mais c'était le but d'encourager ça. Donc voilà, moi j'ai fini avec une présentation. Merci. Merci beaucoup, Evelyne et Mathias. C'était très très inspirant. Après 2 conférences qui nous ont emmenés un peu plus loin qu'ici, on revient à Marchins avec des architectes qui se sont nourris aussi ailleurs et qui développent l'architecture saltimbanque à Marchins et qui sera bientôt visible. J'appelle Arnaud de Laboratoire d'Architecture à venir présenter leur projet. Oops. What's that thing? Bonjour à tous. Donc, il y a
plus ou moins 2 ans, on a répondu à un appel pour un marché public. L'objectif était d'inviter des jeunes architectes à s'exprimer ici dans le pôle des arts du cirque et de la rue. Un appel qui a fait l'objet, je veux dire, d'une bonne communication entre la commune de Marchand, le pôle lui-même et la cellule d'architecture. Et on a eu la chance de remporter ce marché. Donc on est dans quelque chose de beaucoup plus terre à terre qu'un prépare en architecture, malheureusement. Mais avec son univers très particulier, puisqu'en fait, si on reprend la commune, on est dans un village qui répond en fait à tous les impératifs d'une commune rurale et donc des logiques urbanistiques, typologiques qui sont assez rigoureuses. Et dans ce village, on va retrouver une île qui correspond en fait au pôle des arts du cirque et de la rue, que vous voyez ici en rouge, qui répond en fait à ses propres logiques, des logiques qui, somme toute, répondent assez bien aux logiques circassiennes, avec une implantation quelque part qui prend acte du parcellaire, mais qui crée sa propre autonomie, que ce soit dans ses formes, dans ses couleurs, dans ses typologies. Et donc c'est bien là-dedans, dans ce système-là, que la nouvelle intervention que vous voyez en limite de site et ici s'inscrit. Et donc cette intervention a non seulement une vocation de raisonner avec ce qui est déjà en place, mais a aussi pour objectif de créer un nouveau front, une limite en fait à ce site qui est aujourd'hui densément bâti et qui en fait s'inscrit dans une séquence de 3 places telles qu'on l'avait décrit au concours. La place de Grand Marchand, vous connaissez, et qui en fait est une place active, c'est la place de représentation. La place productive ici au milieu, notamment proche du restaurant, de cette zone-ci. Et enfin la 3e place qui est la place créative, dont la nouvelle intervention va quelque part marquer le bout. Alors, cette idée, elle n'est pas uniquement dans nos têtes, puisqu'en fait, on peut voir à travers l'usage du site et son développement une appropriation qui se fait au gré des saisons, au gré de la vie de Latitude 50 également. Et donc, très vite, l'idée, quelque part, a germé dans notre tête et dans la tête des utilisateurs de construire sur le lagunage. Donc, une surface qui, quelque part, est déjà prise par l'infrastructure humaine et qui pourrait ensuite être restituée dans une logique de place qui existe déjà à travers les 2 projets, celui du cirque en dur et celui de l'école de cirque, à travers la création d'une infrastructure qui devient un prétexte, en fait, pour devenir une 3e place, qui serait à la fois un espace de représentation ou un espace de scène, quelque part, un espace pour être vu ou voir, mais également un espace d'affichage. Et donc, on y reviendra après, mais on a ce dialogue entre permanence et éphémère, entre infrastructure et domesticité, qui reprend quelque part les gabarits déjà présents pour articuler ces 2 échelles. Et donc, dès le concours, on s'est très vite intéressé à cette notion d'équilibre qui était apposée à la fois par l'imaginaire du cirque, mais également par les contraintes du lagunage. Et notre ingénieur, François Laurent, s'est amusé à imaginer comment on pouvait à la fois s'appuyer sur le lagunage, mais comment, si d'aventure il ne portait pas, on pouvait l'enjamber. On est très vite arrivé à la 2e solution. Et pour cette question, en fait, de rencontre entre la question de l'infrastructure et la domesticité, on s'est également très tôt intéressé pour cette réponse assez simple, puisqu'en fait la question était de créer 2 résidences d'artistes, de répondre en fait par rapport à des logiques que les artistes eux-mêmes connaissent. La question de la roulotte en bois, non pas pour son univers naïf, mais plutôt pour ses logiques de transport, ces logiques également de préfabrication qui permettaient aussi de vivre pendant la construction des résidences, donc de maximiser en fait la construction en temps ancien. Ça fait référence plutôt à cette question également
du métabolisme en architecture, où en fait on va retrouver ces structures préfabriquées qui vont s'empiler et qui, à travers leur modularité, permettent d'empiler tantôt une cellule en plus, tantôt une cellule en moins. Pour produire au final cette forme sur le lagunage qui reprend les deux échelles comme on l'a évoqué, et qui va également proposer cette rencontre, comme on le disait, entre l'éphémère et le permanent, à travers la matérialité. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais on travaille également sur des questions de réemploi textile, réemploi également de la structure pour créer cette grande structure capable, qui trouve son sens également en architecture, à travers ici l'exemple d'un cinéma temporaire ou d'autres illustrations qu'on a pu voir aujourd'hui. Et cette question qui est immanente dans l'univers auquel nous touchons dans ce projet, la question de la temporalité, qu'est-ce qui est de l'ordre du temporaire, de l'éphémère, et comment une structure, comment l'architecture peut également parler d'évolution, avec l'ambition de construire dans un temps 1 la structure qui reposerait sur le lagunage et pourrait être utilisée par les artistes, petite 50 comme bâche événementielle, mais également dans un temps 2 que vous voyez ici, donc la construction finie avec les 2 résidences et le toit terrasse, également dans un temps 3 comme on l'évoquait avec la construction d'une 3e résidence. On aimait, dès le concours, on aimait assez cette référence en fait à New York où des structures publicitaires ont été utilisées pour de l'événement temporaire qui quelque part réveille cet imaginaire de permanence et en même temps de mouvement. Voilà. Merci. Donc, bravo Arnaud, et merci pour la présentation, et paf, on a rattrapé le retard qu'on avait pris. Tu vas répondre à des questions peut-être. Allez, salut. Est-ce qu'il y a des questions? Moi je me demandais Oui, dans quel... Quand est-ce que ça existera? est-ce que comme Oui, quand est-ce qu'il m'a battu? Ah, c'est pas ma cette question. on est actuellement à question. phase de PM. C'est une question de temps. Voilà. Ah. Oui, bah alors maintenant, merci en tout cas d'avoir tenu le planning et merci à tous les intervenants. On va inviter le collectif Dallas et Rotor et le Botanique à venir présenter les ateliers qui vont suivre. On fera une petite pause jusqu'à 16h, il est 9h30. Donc le collectif Dallas, j'en ai un peu parlé déjà. Vous vous présentez comme des architectes sans spécialité. Et je vais vous citer, parce que j'aime bien cette phrase qui est de Salomon. Nous concevons et faisons ce qui limite l'échelle du projet à notre capacité à faire. Vous voulez venir présenter l'atelier? Oui. Bienvenue. Ah oui, il y a Quentin. Quentin aussi. Pardon. La screen, c'est un 5. Bonjour à tous. Ah bonjour, je m'appelle Quentin. Je suis du collectif Dallas. Je serai le facilitateur pendant l'atelier. Vous indiquez les toilettes, si vous êtes dans un mouchoir, dans la fin de gants, et aussi pour que la communication se passe au mieux. Et pour les blagues aussi, du coup. Et ouais, Ok, du coup, à partir de 16h, on va animer un atelier qu'on a conçu ensemble aussi avec Pauline et Vincent, quand ils nous ont proposé justement de faire cette activité ici. Je pense que l'atelier vient de discussions qu'on a eues et aussi d'une fascination qu'on a en commun, je pense, pour ces espaces-là, pour les chapiteaux, pour les éléments qui peuvent un peu se construire super rapidement, super efficacement. Et en fait, on se rend compte qu'il y a énormément de parallèles avec le travail que nous, on mène en ville de construction éphémère, de logique d'activation d'espaces publics. Et on fait systématiquement des parallèles avec les arts du cirque et les chapiteaux. Donc on partage un peu cette fascination-là pour les chapiteaux. Et du coup, aujourd'hui, on va essayer en tout cas
rassembler différentes personnes autour de ce même sujet et essayer de réfléchir un peu tous ensemble à comment ça marche, qu'est-ce que ça peut devenir. On a la chance de disposer d'un exemple ici à l'Institut 50, qui est le chapiteau de la famille de Crollier, qui est un chapiteau qui tombe un peu en désuétude. Et du coup, on va essayer de projeter ce que pourrait éventuellement devenir ce chapiteau. Pas parce qu'on en a après le chapiteau de la famille de Crollier, mais plutôt comme juste un exercice, je pense, intéressant de voir comment on peut par exemple détourner ces matériaux, appliquer les systèmes constructifs de ce chapiteau à des nouveaux usages, peut-être en ville, des usages aussi à déterminer peut-être ensemble pendant l'atelier. Je pense que c'est important qu'on dise aussi qu'on n'est pas du tout sachant. On n'est pas vraiment spécialiste de chapiteaux. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la salle qui le sont beaucoup plus que nous. Je pense qu'on va plutôt avoir un rôle de facilitateur aussi, de comment on peut aller, de réfléchir ensemble et de... Lanceur. Ouais, voilà, ça va être un peu ça. Voilà. Donc on sait pas trop ce que ça va donner, on verra bien, vous verrez bien. Et alors, pratiquement, ça va se passer dans le bâtiment qui est juste à gauche, là. Vous verrez, quand vous sortez, vous passez le mur. Quand vous passez le mur ici, ben, il y a une sorte d'entrée. Il y a même un accès pour les personnes en chaise roulante. Donc voilà, c'est vraiment fait pour tout le monde. Vous pouvez rentrer, c'est dans la pièce de droite. Voilà. Donc rendez-vous à 16h à ceux qui sont inscrits et inscrites à l'atelier de Dallas. Et de Quentin. Et de Quentin, le facilitateur. Merci. Merci. J'appelle alors tu veux présenter Rotor et l'atelier? Peut-être, à moins que... Et donc, oui, je serai le facilitateur du second atelier qui se passera ici, avec une rencontre entre Rotor, atelier d'architecture, dont on a déjà présenté quelques exemples de leur travail, qui travaille sur des éléments de construction, de réutilisation des matériaux pour réinventer de nouveaux espaces, entre autres choses, mais ils se présenteront très bien tout à l'heure, et le botanique, avec Fred Maréchal, le directeur du botanique depuis le mois d'août dernier, et Murat, qui est le directeur technique du botanique. Et parce qu'en rencontrant, en discutant de manière informelle de choses et d'autres avec Frédéric, il m'a dit qu'il en avait un petit peu marre il voulait changer l'implantation des nuits botaniques à Bruxelles, quand il a la charge dorénavant, et qui trouve que l'espace n'était peut-être pas assez festif, et on trouvait peut-être mieux accueillir le public, organiser mieux de scènes, rendre que le festival soit un vrai signal dans la vie, plutôt que, comme je le donne lui-même, planter une grosse boîte à chaussures. C'est pour ça que je demande le chapitre que je bien été fait sur mesure pour les nuits botaniques. Donc je lui disais justement qu'on était en train de préparer cette promenade dans les architectures saltimbanques et que c'était peut-être l'occasion de faire une rencontre publique entre les besoins, les contraintes, les envies du botanique pour son festival et un bureau d'architecture qui peut amener des outils, des réflexions et aider comme ça, dans un dialogue entre une équipe artistique et un bureau d'architecture pour inventer de nouveaux espaces, avec l'aide aussi évidemment de tous les gens qui participeront à l'atelier, puisque on inventera cela ensemble avec toute une série de petits protocoles de dessin aussi, de discussion, d'échanges. Il y aura une présentation du bureau Rotor, une présentation des contraintes et des nuits botaniques, et un petit atelier qui durera un maximum 2 heures et qui se fera ici à 16h, rendez-vous à 16h pour ceux qui ont les petites étiquettes avec le petit point bleu. Et ensuite, une fois que les ateliers seront terminés, on prendra des visites à chaque atelier pour voir ce qui est donné. Il y aura une restitution dans chaque atelier. Donc, ouais, une petite promenade quand même, sous la pluie. Et puis on clôturera à 19h. Voilà, à 18h, à 19h. Merci. Et à tout à l'heure. Donc, vous savez où c'est ici, pour tu as dit. Oui, donc un atelier là-bas, un atelier ici, et puis on se retrouve ici à 18h pour une restitution, et puis on vous fera
balader un petit peu jusqu'à un maximum 19h. Et puis on pourra manger pour ceux qui restent pour voir le spectacle. Il y a du café, il y a de l'eau, le bar est ouvert. À tout à l'heure. And the clap is good, but okay.